Le gars a quand même traversé tous les pays avec une caméra en demandant aux gens s'ils pouvaient dormir chez eux. Je peux venir avec vous chez vous? C'est incroyable et en général ça s'est bien passé. Salut. Aujourd'hui on va recevoir Antoine de Maximi qui a accepté de nous raconter un petit peu des choses qu'il raconte pas habituellement sur ce qu'il a vécu dans son émission J'irai dormir chez vous. Les autres interviews à la table existent en playlist et c'est dans la description. Bonne vidéo. 20 ans, 100 émissions, pas 100 émissions, 100 pays. Alors c'est 100, à peu près 120 pays, 60, presque 70 pour la série. Les émissions, il y en a, il y a 67 épisodes, plus tous les trucs, Burning Man, J'irai dormir à Hollywood, Bollywood. Tu résumes ça comme tu veux. Là, tu as les chiffres à peu près. Bah non, là, on peut le résumer en une question. On dort mieux chez soi ou... Je dors mieux chez moi, mais la différence n'est pas fondamentale. Tu dors sous un abri de branchage en Éthiopie avec 7 frères et puis que t'ont laissé peut-être par gentillesse, en plus, tu sais pas, un caillou arrondi au niveau de la tête qui peut faire en quelque sorte un oreiller, tu dors moins bien que chez quelqu'un qui a une grande maison, j'en sais rien, moi, à Hawaï, allez, tiens. Oui, et puis en plus, comme tu dis, ce gros caillou, tu peux pas t'en plaindre, parce que si ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour pas l'avoir ce soir. C'est possible. Toi, on te connaît avec J'irai dormir chez vous. On sait un peu moins que tu as été reporter de guerre, reporter animalier. Pourquoi tu as arrêté ça pour monter ce projet-là? Et déjà, peut-être ma question est fausse, peut-être que tu n'as pas arrêté ça pour lancer ce projet, peut-être ça a été une continuité. Si, j'ai arrêté parce que j'avais envie de faire autre chose. En fait, moi, j'ai compris très jeune qu'on n'a qu'une vie. Alors peut-être qu'on en a deux, mais on en parlera à ce moment-là. Pour l'instant, on est sur une base qui ressemble à une seule vie, et donc je l'exploite et j'en profite autant que je peux. Et donc depuis le début surtout. Et donc quand je fais des tournages qui sont vraiment exceptionnels, entre autres des films d'expédition scientifique, et que je dis je vais faire J'irai dormir chez vous, ou je vais pas être payé au début, parce que personne veut d'émission, c'est parce que je pense que j'en ai fait suffisamment et que bien sûr la facilité serait de continuer. Et moi j'ai envie de découvrir d'autres choses et de m'amuser. De toute façon, tant que je m'amuse, ça va. Oui, et puis en fait, tu crées l'opportunité de vivre ce que tu as envie de vivre toi, et après de le documenter. C'est un peu dans cet ordre-là, en fait. Oui, de toute façon, c'est ça. Je pars pas en voyage si je vais pas faire un film. Ouais. Non. Là, je reviens de vacances, je suis resté en France. Je suis allé voir mes copains à droite, à gauche, dans des endroits pas spécialement touristiques. Parce que je m'en fous. Quand à l'époque tu te dis je vais aller faire ça, comme tu dis, il n'y a pas forcément d'argent parce que personne ne veut forcément de l'émission, tu crées toi-même ton système pour filmer. C'est ta première réflexion, ça? C'est ton premier enjeu ou pas, de se dire est-ce que je suis capable de produire de l'image et du son? Oui, ça fait partie. En fait, l'idée de J'irai dormir chez vous, ça repose sur plein de trucs. Ça repose sur effectivement ce défi technique. Mais moi, j'avais été ingénieur du son, caméraman, réalisateur, présentateur. Donc je me disais, je peux faire tout seul. Mais je ne savais pas si j'allais y arriver. Et puis il y a le défi technique, c'est-à-dire de faire mettre au point, parce que techniquement c'est pas moi qui l'ai fait, mais une caméra au bout de la tige, la deuxième là, une troisième à la main, les micros au bon endroit pour que le son soit correct, etc. Oui, puis on parle d'une époque où il n'y a pas les GoPro avec les batteries. C'est des caméras alors au début il y avait des petites caméras mais qui n'étaient pas de bonne qualité. Après on a fait faire des caméras. Ok. Carrément prendre un caméscope, qui est un truc caméscope de poing, et le défaire en petits morceaux pour le faire le plus petit possible. Prendre juste le capteur, mettre un autre objectif dans un petit boîtier, tout le reste au bout d'un câble. L'enregistreur dans le sac à dos, alors que au départ c'est un appareil monobloc. Sony, ils ont dit ça marchera pas. Ça a marché. Ça a plutôt bien marché. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est ce qui se passe dans ta tête dans ces moments-là. Est-ce que tu avances très confiant vers je vais faire ce truc qui s'est jamais fait, techniquement, il faut qu'on relève le défi, du pognon, bon, on n'en a pas. Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu as peur? Ou est-ce que vraiment tu dis non, mais on va trouver un chemin et puis on y va? En fait, je veux pas avoir de regrets. Donc, j'essaye plein de trucs et j'accepte qu'un projet ne marche pas. Ok, qu'il n'y ait pas de solution. À partir du moment où j'ai tout fait ce que je pouvais c'est ça. Pour y arriver. Parce que le problème, souvent, c'est on se dit je vais pas y arriver ou c'est pas sûr que ça marche. Et on abandonne, on n'essaye pas. On n'a pas été exploré. Voilà. Et ça, je pense que c'est le pire. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est quand j'ai mis pour la première fois le matériel chez moi, ça tenait que du scotch, c'était mal foutu et tout, mais c'était juste pour faire un test. Et je me regarde dans la glace, mais je dis c'est nul. Je range tout, je replie et c'est prévu de le rendre. Et 1 heure après, je me dis, faut que j'aille jusqu'au bout, parce que sinon, je risque d'avoir des regrets. Soit parce que les années sont passées et puis je me dis que... Si j'avais fait ça. Que j'aurais peut-être dû, voire pire, un autre mec l'a fait. Et ça, tu peux pas vivre après avoir... Et il te prouve que tu avais tort, là. Voilà. Donc, j'ai tout remis. J'y suis allé pour vérifier que c'était une mauvaise idée.
Et quand j'ai regardé les images 2 heures après, je me suis dit, ah bah non, c'est pas mal du tout. Et oui, parce que les gens étaient complètement naturels. Ouais, ils ils n'étaient pas du oubliaient, tout dérangés par le matériel. Parce que tu as l'air d'un... Pour moi, tu étais l'équivalent de l'homme orchestre, mais en version Oui, audiovisuelle. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Le Rémi Bricard de la Ouais, vidéo. c'est ça, absolument. Et effectivement, tu te dis, tiens, est-ce que ça peut les arrêter? En fait, réellement, tu les filmes pas vraiment. C'est-à-dire que ouais, quand tu as quelqu'un qui te filme, il est caché un peu. c'est comme si tu le pointais du doigt. En Ouais. fait. Tu es comme ça, tu lui parles, mais tu es comme ça. Même si tu tiens la caméra comme ça, tu es quand même en train de filmer. Quand tu as les mains libres, le regard libre, même s'il y a ce harnais qui n'est pas grand, hein, je veux dire, la tige, elle fait comme le doigt, elle est longue comme ça, le reste, c'est petit, c'est pas gênant, c'est pas intrusif. Ben, à ce moment-là, moi, j'ai le regard qui est libre, les mains qui sont libres, et donc je discute comme avec toi, avec le micro qui est là. Ouais, tu vois, ça. On a le micro qui est là, mais on se regarde. Ouais. Et je trouve que même le micro, il est plus gênant que mes caméras. Je pense aussi, ouais. Ouais, parce que je vois qu'il mal mange le bas une de ton partie de ton visage. C'est ça. C'est intéressant. Et l'idée en elle-même du j'irai dormir chez vous, qui est quand même encore autre chose que je vais dans un pays à la rencontre des gens, ça te vient toi tout seul, t'as un flash, Oui, c'est vraiment cette idée, à part quelques détails que je peux dire tout de suite, c'est la mise en image, les scratchs, les volets, tout ce qui est du graphisme en fait. Ça, c'est pas de moi. La chemise rouge tout le temps, c'est pas de moi. Moi, je comptais, je m'en foutais, quoi. Voilà. Mais en revanche, tout le reste, c'est moi. Le titre, l'idée, faire comme si, c'est tout. Et comment c'est venu? Je suis allé au marché une première fois, au marché de la Goutte d'Or. Après, je suis allé à Belleville, deuxième essai. Et puis, je regarde, puis je sais pas ce que je vais faire. Je suis en train de me balader. L'idée est de rencontrer des gens. Mais tout à coup, je dis à la caméra, mais c'est comme ça, sans avoir prévu, sans avoir réfléchi, c'est spontané. Je dis, ah bah tiens, je vais faire un truc rigolo, on va aller dîner chez quelqu'un, déjeuner chez quelqu'un. Ok. Et je commence comme ça, et je trouve une dame qui accepte que je vienne, et donc je vais chez elle avec juste une caméra, et là elle me raconte qu'il y a eu un jeune qui s'est fait tuer dans la rue en bas de chez elle, sa fille qui a 11 ou 12 ans, qui est à côté... Moi, je dis, il y a souvent des trucs comme ça. Elle me dit, oui, il y en a. Et sa fille dit, oh, bah non, il n'y en a pas tant que ça. Il y a juste eu le mec qui s'est fait tuer dans l'immeuble. Tu te rends compte que la personne qui t'a invité est une personne qui sort de l'ordinaire. Ouais. Tu vois, qui a une histoire. Ouais, tout le monde a une histoire, au final. Oui, mais ces gens qui sont plus ouverts que d'autres, souvent, ils ont une histoire qui peut être plus forte et surtout, ils sauront mieux la raconter. Est-ce que tu penses que du coup, ils t'ouvrent la porte par ces fêlures-là, en fait, entre guillemets? Pour eux, c'est plus facile de se projeter, bah oui, il a qu'à venir manger à la maison, parce qu'ils ont déjà vécu pas mal de choses et eu un regard sur la vie différent de celui qui a rien traversé et qui du coup va juste se mettre en mais pourquoi il veut venir manger chez moi, qu'est-ce qu'il me veut, est-ce qu'il est dangereux? C'est vrai, et c'est dû aussi au fait que les gens, et d'ailleurs souvent les plus pauvres aussi, c'est les gens qui sont les plus confrontés d'une part à l'entraide, d'autre part ils n'ont pas peur qu'on leur vole ce qu'ils ont. Ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas grand-chose, oui, ouais. ce qu'ils n'ont pas. Et en fait, ils sont plus libres que les gens plus riches, qui se protègent plus. Et c'est vrai que c'est des gens qui vont parler plus facilement. De toute façon, mon matériel fait déjà un premier tri. Quand j'arrive, ça fait un premier tri. C'est-à-dire que les timorés, les introvertis, quand ils me voient arriver, oh là là là, je les vois même pas. Ils disparaissent. Oui, c'est vrai. Ça tamise déjà oui, tout à fait. Alors toi, tu fais tes essais, après tu vas partir dans d'autres pays. Je me posais la question, je me dis, tiens, comment Antoine il choisit ses destinations? Comment il se dit, tiens, je vais aller là plutôt que là? J'ai fait le premier épisode au Mali, parce que le Mali était un pays francophone, exotique. J'y étais déjà allé, je savais que les gens étaient sympas, joyeux, etc. C'était pas un pays particulièrement tendu. Et donc, je me suis dit, je vais essayer là. Parce que si jamais je ramène pas grand-chose d'intéressant, il va rester l'exotisme et le côté sympathique. Ouais. Donc, j'aurai quand même quelque chose. Et le deuxième épisode, je me suis dit, il faut que je montre le plus vite possible la richesse et la variété des choses. Donc, le deuxième épisode, c'est le Québec en hiver. Parce que tu passes d'un pays chaud à un pays froid, d'un pays pauvre à un pays riche, d'un pays exotique à un pays pas du tout exotique, tout en gardant un pays francophone. Ouais. Et le troisième pays, c'était le Vanuatu dans le Pacifique,
qui était avant les Nouvelles Hébrides, où on parle français, mais pas que, anglais aussi, et puis les dialectes locaux. Mais c'était un truc qui était tellement différent des deux premiers, parce qu'en fait, moi j'ai dit, je veux faire cette émission-là, et on m'a dit, oui, d'accord, bon, ok, c'est rigolo, mais une fois que tu auras fait Ça va être un, toujours la même chose. ça va être tout le temps pareil. Eh ben non, pas du tout, parce que les gens sont différents, les mentalités sont différentes, les pays sont très variés. Et puis il y a un dernier truc qui joue, c'est que moi, ça m'emmerde de faire la même chose. Donc j'évite les mêmes configurations même, si je peux. Ok. Pour que l'émission, j'en suis à 67 épisodes qui sont où tu n'as pas l'impression de voir la même chose. Mais moi, c'est ça qui me fascine chez toi et c'est pour ça que je voulais qu'on discute. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête pour aimer à ce point, passe-moi le terme, être emmerdé. C'est-à-dire que je trouve que dans la plupart des projets, les gens essayent de limiter leur taux d'emmerdement le plus tôt. Et toi, j'ai l'impression qu'il y a juste l'idée est bonne, puis il faut que ça change. Et puis, bon, va falloir se trimballer avec du matériel, va falloir construire des choses qui n'existent pas, Oui. va falloir aller dans des endroits différents. Et puis, j'ai pas envie de refaire la même chose, donc je vais tenter des choses à chaque fois nouvelles. J'arrête pas. C'est génial. Oui, j'arrête pas. Mais tu sais, je me rappelle, je disais ça c'était aux États-Unis, en Louisiane, à un moment quand j'ai fait le long métrage, là, j'irai dormir à Hollywood. Je dis, ouais, en fait, c'est ça que je fais. Je me fous dans la merde et je vois comment je m'en sors. C'est ça. Oui, mais c'est ça qui est marrant. Il faut pas non plus faire des trucs où tu as toutes les chances de ne pas t'en sortir, mais c'est intéressant de risquer. Ce que j'ai encore fait il n'y a pas longtemps au Kazakhstan, où je prends sur la carte, sur la photo satellite, un village qui n'a aucun intérêt particulier et j'essaye d'y aller sans parler le kazakh. Là-bas, ils ne parlent pas anglais quand tu es dans les campagnes, etc. Et ben c'est drôle, c'est compliqué, mais c'est drôle. Tu flirtes un peu avec la peur, c'est-à-dire il y a des moments où ça te stresse, d'angoisse, l'inconnu. Oui, mais je sais pas que je vais avoir peur. Oui, c'est ça. Non, je dis qu'effectivement, ça peut être éventuellement compliqué, mais je sais pas encore que je vais avoir peur. Le truc, c'est d'y aller un peu, quoi. Ouais. À quel moment, socialement, tu penses que tu es moins sensible au danger que les autres? Moi, dans tout ce que j'ai vu de toi, mais je me dis, tiens, c'est marrant, là, je me serais mis en retrait plus tôt. Là, j'aurais été un peu entouré, j'aurais stressé plus tôt. Et en plus, je rajoute la composante, je me dis, bon, il a du matériel sur lui qui est peut-être un symbole de richesse dans le point de vue des autres, tu vois. Je trouve que tu as une sensibilité comme ça au danger qui est moins exacerbée que la nôtre. Est-ce que ça, c'est venu progressivement ou est-ce que de guerre. Le reportage de guerre. Bien sûr. Moi, j'ai commencé à faire du reportage de guerre à Beyrouth. C'était une guerre civile et les gens n'avaient pas compris du tout ça. Nous, on était au milieu, je veux dire, on voyait passer des chars, ils se tiraient dessus et nous, on était au milieu parfois. Ça arrivait. Des mecs qui se sont fait tuer, on en a vu. Des morts, on en a vu. Des balles qui sont passées pas très loin, on en a eu. Et tout ça fait que je me suis retrouvé dans des situations où la nature humaine était complètement exacerbée. Aussi bien les journalistes entre eux, que le mec qui vient de perdre quelqu'un de proche. Ouais. Et tu t'aperçois que même le mec qui vient de perdre quelqu'un peut avoir un moment où il craque et il rigole. Ouais. Tu vois, on a des trucs comme ça. Et c'est pas des choses que je peux expliquer, que je peux analyser et décomposer. C'est des trucs que tu pourras jamais apprendre dans une école. Oui, tu l'as expérimenté. Ouais. Et c'est du ressenti. Donc, mais c'est pas une science exacte. Le danger, c'est que c'est pas une science exacte. Et je sais aussi que par exemple, on va dire les gens un peu voyous, les durs, etc., apprécient aussi le courage. Ouais. Ils te respecteront pour ça. Moi, j'ai déjà eu des gens, non mais attends, tu viens ici, t'es tout seul, mais qui te protège. Ouais. Tellement il a du respect pour toi. Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que je suis un poisson bizarre. Moi, on sait pas qui je suis, ce que je fais, on n'a jamais vu. Alors maintenant, ça commence à changer de nouveau, puisque maintenant, il y a les blogueurs. Mais moi, je suis arrivé bien avant les blogueurs. Ah, bien sûr. Les bandits, on va dire, ou les mecs qui pourraient éventuellement te piquer ton matos et tout, ils savent pas qui t'es. Comme ils sont pas cons, ils regardent d'abord. T'es un poisson curieux. Est-ce que tes caméras ne sont pas reliées en direct pour une expérience avec le commissariat d'à côté? Ouais, on sait pas. Ils savent pas. Ouais. Donc, ils attaquent pas. Pas à la légère. Ouais, donc tu provoques une petite confusion en même temps on l'observe lui autant qu'il nous observe. Ouais. C'est intéressant. Avant d'aller dans un pays, tu prépares un peu, c'est-à-dire des notions de langue, de culture, de choses comme ça, d'intégration? Non, très peu. Si tu prépares, tu vas te baser sur le travail de ceux qui sont passés avant. Ça va être soit des reportages, soit des lectures. Donc c'est fait par un mec qui est passé avant. Le mec qui est passé avant, il a préparé. Et il s'est basé également sur le mec qui a travaillé avant. Donc, ce qui se passe,
le gros problème de ce truc-là, c'est que, en plus, quand tu as préparé, tu essayes d'obtenir ce que tu as préparé, ce que tu as écrit, ce que tu t'attends à trouver. Oui, tu veux pas te décevoir toi-même, tu avais préparé ça. Tu penses que ça va être comme ça. Résultat, le pays évolue beaucoup plus vite que ce qu'on en connaît. Alors que si tu arrives sans avoir rien préparé, tu découvres le pays tel qu'il est. Du coup, à chaque fois, tu découvres des pays, tu découvres des familles. Est-ce que des fois, ça a transpercé un peu des barrières au point d'avoir un vrai attachement spontané à un lieu, à une famille, à des gens? Un peu, mais moi j'ai envie trop de bouger. C'est pas mon truc de m'attacher. T'as gardé des contacts ou pas avec les gens qui t'ont accueilli? Très peu en fait, parce que c'est comme les amours de vacances. C'est-à-dire tu passes un moment qui peut être fort, mais il est bref. Et après, chacun repart dans sa vie. Et moi, même à la limite, j'ai plus de souvenirs et de sentiments même pour les gens que j'ai filmés que eux. Parce que moi, j'ai traversé leur vie. Oui, c'est vrai. Je suis arrivé, genre à 17h, j'ai débarqué, c'était la fête, c'était quelque chose de nouveau, ça changeait, etc. On a dîné, j'ai dormi sur place, le lendemain, j'ai disparu. Alors que moi, j'ai vécu la même chose, si ce n'est que j'ai fait le montage, que je revois l'épisode régulièrement, etc. Donc ces gens-là, j'ai un souvenir assez précis. Oui, parce que toi, t'es une anecdote de vie pour eux. Oui. Tu te souviens la fois où il y a le mec qui est venu dormir à la maison? Quand ils s'en souviennent, peut-être. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je pense quand même qu'ils s'en souviennent. Du coup, si tu prépares pas au niveau culturel, au niveau des langues, etc., les malentendus culturels, est-ce que c'est le point de départ d'une histoire? Ça peut. Et c'est drôle parce que d'abord, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que les choses ont complètement changé. Il y a 50 ans, on te disait il faut pas refuser, tu vas les vexer, par exemple, pour un plat. En tout cas, c'est pas vrai aujourd'hui. J'ai encore fait l'expérience récemment au Vietnam. Ils me sortent un truc imbouffable, de la crevette pourrie. Ils font pourrir des crevettes pendant 6 mois pour faire une sauce. Bon, c'est pas tout à fait ma culture. Et ben, je leur ai dit, écoute, moi je veux dire franchement, je trouve que ça sent la merde. Et la fille, elle éclate de rire. Et on dit ce qu'on veut. C'est pas toi qui regarde l'épisode qui va me dire ce que je dois dire à la nana qui rigole. Puisque elle, ça la fait rire. On peut le dire. Et puis en plus, la sincérité, ça crée ça, ce choc de rire, de oh là là, il veut pas manger mes crevettes. Inverse les choses. Bien sûr. Un japonais, tu lui sors un maroilles. Est-ce qu'il va te vexer s'il le mange pas? Non mais c'est ça. Il va te faire rigoler. Toi, tu sors le maroilles parce que justement, tu veux voir sa tête. Bien sûr. C'est ça. C'est pareil. Et les gens, en général, la majorité des gens préfèrent rigoler que de râler. Dans certains épisodes, quand même, tu as eu des galères, des convenus. Un des souvenirs marquants où ça a été vraiment une grosse galère pour toi. Une grosse galère au point de te dire, mais dans quoi je me suis embarqué là ce coup-ci? T'as différents trucs, tu vois, je veux dire, ça peut être très rapide. T'es allé, hop, tu sens que les mecs devant, c'est vraiment, tu risques d'avoir des problèmes. C'est la même question, dans quoi je me suis embarqué. Quand je me retrouve en Bolivie, ça c'est en 2006, avec une fausse policière qui veut me faire monter dans un taxi et qui dit qu'elle est policière, elle l'est pas du tout, etc. Parce que c'est quoi l'histoire? Tu te fais arrêter dans la rue, nana en jean. En jean, qui me dit qu'elle est policière en civil. T'as pas le droit de filmer, donne-moi ton autorisation. C'est ça, son angle, Oui. Et je dis, j'ai pas d'autorisation, vous êtes de la police, oui, faites voir votre carte de police, je te la montrerai quand tu auras montré ton autorisation, ce qui veut dire clairement, je ne fais pas de la police. Et elle veut que je monte dans un taxi. Et comme je m'énerve, je résiste, parle de l'ambassade, les gens s'attroupe, les flics arrivent. Les vrais soucis. Et on se retrouve tous au commissariat. Et après, quand moi je suis parti en Amazonie et je suis remonté à La Paz, il y avait des gens qui me cherchaient. Qui me cherchaient, et quand tu as des gens qui te cherchent et que toi, dans ton but, c'est de rencontrer des gens que tu connais pas, tu peux pas rester sur place. Très honnêtement, je suis parti de là où j'étais dans une voiture de l'ambassade de France, caché. J'ai dormi dans la résidence de l'ambassadeur et le lendemain matin, je prenais un avion. Fis ça, quoi. Ah oui, là moi, quand ça devient dangereux et que je considère que c'est dangereux, je ne mets pas 10 minutes à agir. Non, mais je trouve que c'est important qu'on t'entende aussi le dire. Je trouve qu'on est assez admiratif de ce que tu fais pour la plupart, parce que nous-mêmes, ça nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce que j'oserais, est-ce que je sais rencontrer les gens au sens littéral du terme? Il se passe quoi dans ta tête la première fois que tu dis à quelqu'un et je peux dormir chez vous? Et que la personne dit bah ouais. Tu te dis c'est gagné ou c'est quoi? Je me dis je me dis exactement c'est gagné, etc. Et puis après, puisque j'apprends en permanence, ça c'est un truc que j'ai bien compris depuis longtemps, c'est que il faut pas aller chez n'importe qui, non pas parce qu'il risque de m'arriver quelque chose, parce que ça la probabilité est faible. Si le mec il vient te proposer d'aller chez lui, là tu peux te poser des questions. C'est toi qui as demandé, il y a peu de chances que tu tombes sur le seul psychopathe de la ville.
En revanche, quand tu crois que quand le mec dit oui et si tu fonces, bah moi, avant de demander, maintenant, j'essaye de voir si le mec est intéressant. Ouais. Parce qu'il m'est arrivé que le mec, il dise oui. Et puis moi, je dis ouais. Oh, et puis ton j'y mange, on allais, se couche, pas un mot. et tu te fais chier. Parce que le mec a rien à dire. Non, Tu mais vois, parce que il dit qu'est-ce que vous voulez que je ouais. fasse? Bah, je sais pas, je pensais qu'on allait boire un verre. Enfin, tu vois. Ouais. Non, parce que nous, on oublie parce qu'on voit forcément le meilleur de ce que tu as pu Ah vivre ouais, mais dans je les montre images. aussi Tu vois j'ai montré justement, il n'y a pas longtemps, là, dans l'épisode Serbie, j'ai montré ce que c'était qu'une soirée loose. Je marche, je rencontre presque personne, il se passe rien, puis je vais me coucher. C'est génial. Et ben voilà. Ouais, mais ça fait partie aussi du Et projet. oui, quoi. bien sûr. Mais moi, Ouais. j'ai toujours aimé. C'est vraiment. Et je l'ai vu, ça finit avec les années. Ta manière de demander, elle est tellement maligne parce qu'il y a des fois où je vois quand. Et tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Oui. J'essaie de rentrer dans ta tête quand je regarde. Je me dis, ah là, il est malin. Parce que tu es un mentaliste pour moi. Hein. Ah bon, T'as ta manière de juger les gens et de les emmener. Hein. Et des fois, quand je te vois avoir quelqu'un où tu dis mentalement ça va être un peu dur, je vois que tu l'emmènes à imaginer un jeu. Et ah ouais, et si je vous disais que je dormais chez vous pour voir, hein? Ah ouais, hein? Vous diriez oui, vous diriez non, ah ouais. Bah, on n'a qu'à le faire. Et je vois, c'est hop là, étape par étape. c'est tout à fait vrai. Et je m'adapte vachement à la personne que j'ai en face de moi. Beaucoup, beaucoup. Et je peux même passer caméléon. Ouais. C'est-à-dire, j'arrive, je sens que le mec, je peux lui rentrer dans le chou et que ça va être drôle. Ouais. Et donc, je rentre dans le chou. Ouais. Il le prend hyper mal. Et la phrase d'après, en face de lui, il a un mec qui a rien à voir. Qui est gentil, qui est amical, qui est... Parce que c'est une espèce de joute. C'est un jeu. Ouais. Et c'est un jeu aussi pour moi. Donc, c'est d'arriver à trouver le truc et à m'en faire un ami, tu vois. Et je dirais que j'ai quand même été beaucoup plus surpris par le côté positif des gens que par l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'arrive beaucoup plus souvent de trouver un mec qui a l'air renfrogné, pas très sympa, etc. Et puis, dès que tu lui parles, son visage s'illumine, etc. Alors que l'inverse est beaucoup plus rare. Est-ce que tu as vécu des moments de vie où tu t'es dit, mince, putain, j'ai pas filmé ça. Ah Oui. ouais. Ça doit être la frustration, elle doit être terrible. Ah bah, je pense qu'on vient d'en parler. Je pense que le truc le pire que j'ai raté de toute ma vie, c'est justement en Bolivie. Ouais. Parce qu'en Bolivie, la nana, elle arrive devant moi et je filmais avec ma caméra de poing et les paluches étaient coupées. Ok. J'ai pas pensé à la relancer. Ouais. Toute la séquence où elle me dit je suis une policière, machin, etc., ça n'a pas tourné. Ok. Et je m'en suis sorti parce que tu vas voir que le côté professionnel passe avant certaines choses, peut-être la sécurité d'une certaine manière, c'est que je m'aperçois que j'ai pas filmé. Et la nana, elle est déjà en train de repartir. Je la rattrape. Ah ouais, t'as relancé, tu Je rattrapes. la rattrape. Pour continuer la discussion, je la relance. Alors, je prends moins de risques. Il y a déjà l'attroupement. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les policiers. Ok. Mais sinon, elle serait partie. Ouais. Et donc, elle n'aurait même pas été en Non, mais c'est prison. ça. Oui, c'est ça. Alors, elle y a passé 2 jours. Hein. Mais écoute, si ça a pu la calmer un peu, parce que je ne sais pas ce qui serait passé. Hein. Ouais. Il m'aurait tout pris, ça c'est sûr. Est-ce qu'il m'aurait tué ou pas tué Ouais, c'est ça, la destination du taxi, elle Tu n'était sais pas claire. Hein. Non. Est-ce que tu as déjà dû censurer ton émission pour pouvoir la diffuser? C'est-à-dire, on t'a dit, ah, là c'est trop chaud, ou là c'est trop... Alors, il y a eu des petits trucs. Par exemple, la fois où en Corée du Nord, je termine dans un état second, oui, et on ne je sait me pas si souviens c'est très parce bien. que j'ai trop bu ou parce que j'ai mangé une herbe bizarre. C'est passé à la télé. Je veux dire, quand tu vois que c'est le présentateur Alors, de c'était l'herbe qui l'émission... était bizarre ou c'était les liquides? Écoute, avec du recul, je crois que c'était les liquides. Ouais. Parce que j'avais pas mangé depuis la veille. Mais Ah oui. je savais pas du tout. Et j'ai dormi 6 heures. Mais on rit tellement quand on voit cette Ouais. séquence que... Mais un jour, ça sera interdit. Hein. Là, on parlait beaucoup de l'émission, mais tu as joué ton spectacle J'irai dormir sur scène. Oui, on s'est Ah, pas emmerdé mignon. pour le titre. Ouais, bah, la communication est aimée. Je te laisse nous parler de ce projet. J'ai envie de savoir pourquoi, d'où ça vient, etc. Alors, c'est Qu'est-ce une que c'est idée. que ce spectacle? Enfin, je sais, mais je veux Oui. que tu le redises. En fait, les gens ne savent pas ce que j'ai fait avant J'irai dormir chez vous. Et ce qui a fait que j'ai pu faire J'irai dormir chez vous. J'ai plongé à 5000 mètres dans un sous-marin. Ouais. Je suis descendu dans un volcan pour chercher de la lave. Je suis allé dans des gouffres de glace dans la calotte glaciaire du Groenland, descendre 200 mètres dans une cathédrale de glace. J'ai fait 4 expéditions avec le radeau des cimes qui pose une plateforme de 600 mètres carrés sur les forêts en Amazonie, par exemple. Et plein d'autres trucs comme ça. Eh bien, j'ai les images de tout ça. Donc moi, j'ai raconté comment j'avais appris à avoir l'idée et à faire J'irai dormir chez vous. Mais j'ai montré les images. Et la conférence, elle fait 1h30, et tu as 50 minutes d'images, et qui sont toutes plus spectaculaires les unes que les autres. C'est C'est-à-dire incroyable. que chaque fois que tu vois un truc, bah, tu es comme ça. Tu vois, quand tu fais des plongées avec 2 sous-marins, c'est une autre expédition.
qui plonge à 1000 mètres, mais qu'il y en a un qui filme l'autre, ben, tu vis cette plongée. Et ça, c'est extraordinaire. Et des trucs comme ça, j'en ai fait plein. Du coup, toi, t'aimes bien rencontrer les gens, mais après, t'aimes bien reverser ce que t'as. Ah, mais de toute façon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de partir à l'étranger et puis pas ramener des images. Merci pour tout ça. Ben écoute, ravi. C'était un super échange. C'est frustrant parce qu'on a envie de l'écouter parler plus longtemps. D'ailleurs, dans quelques semaines, il y a la version longue qui sort en podcast sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt, ciao.